Dès que j'évoque l'amour au féminin, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur ce qui a changé dans le comportement des femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, elles sont désirantes. L'invention de la psychanalyse y est sans doute pour quelque chose, car le désir féminin a changé de mode d'expression depuis Freud. Les femmes réclament différemment aujourd'hui qu'hier, et on va voir là à quel point leur désir peut se montrer subversif, à quel point elles font avancer les mœurs et la science, bien que Freud ait soutenu qu'elles étaient peu capables de sublimation. Les femmes désirent, c'est structural. Pourtant, pendant longtemps, on n'a presque rien, et pendant longtemps, on n'a rien entendu de leur désir. C'est pour ça que j'insiste. Avant les années 60, le désir des femmes s'exprimait, c'est certain, mais il s'exprimait en sourdine. En fait, on s'en moquait bien de savoir ce que les femmes voulaient. On s'en moquait à part John Stuart Mill, qui s'offusquait de la soumission presque esclavagiste imposée aux femmes, et à part Freud. Freud pour qui la structure de celle-ci faisait énigme, et donc qui mit beaucoup de temps à la théoriser. Il a réussi néanmoins à ouvrir cette question du désir féminin grâce aux hystériques qui, à force de ne pouvoir parler, mettaient leur désir en exergue par le corps. C'était l'époque de la morale sexuelle civilisée, le dressage des jeunes filles, contrairement aux hommes qui en savaient quelque chose et s'en réservaient la jouissance, l'éducation interdisait formellement aux femmes de penser leur sexualité. On les effraie en leur enseignant, dit Freud, que cette curiosité est anti-féminine et le signe d'une disposition au péché. Du coup, les femmes ne pensaient pas, donc ne sublimaient pas, assommées par le poids de la culpabilité, immergées dans ce discours de l'autre dans le système patriarcal. Elles réprimaient leur théorie sexuelle infantile, donc leur pulsion de savoir. Elles restaient muettes sous le fardeau de ce partage de préjugés fondamentalement masculin. Alors masculin au sens phallique, l'homme a le phallus, pas la femme. Donc pour elles, pas de sexe avant le mariage et une sexualité qui n'a qu'un but, la procréation. Ce qui n'empêchait pas d'ailleurs que devenue mère au foyer, petite fée du logis, fidèle et dévouée, si elle s'interdisait toute jouissance, elle n'en était pourtant pas moins rabaissée au statut d'objet sexuel pour permettre par contre à la puissance virile de leur époux d'en jouir. Mais comme l'écrivait Simone de Beauvoir, c'est tacitement, de génération en génération par la transmission mère-fille, que la femme se mettait sous la tutelle de l'homme et s'assignait à s'occuper de son foyer. Elle n'avait pas sa place dans l'espace social et en aucun cas n'a cherché à imposer sa propre loi. C'est Simone de Beauvoir qui dit ça. Donc si une hiérarchie des sexes s'est socialement instituée, neutralisant tout rapport de réciprocité, c'est parce qu'elle ne cherchait pas nécessairement à se dégager de cette place de soumission à laquelle l'homme l'avait assignée. L'homme se positionnait comme sujet souverain, je cite Simone de Beauvoir, alors que la femme était pensée comme l'autre étranger, c'est-à-dire comme l'inessentiel, l'autre sans valeur. Eh bien, depuis Simone de Beauvoir, et en partie grâce à elle et grâce à Freud qui a soulevé le problème de la répression arbitraire de leurs désirs, tout cela a bien changé. Je dirais même que depuis 10-15 ans, on assiste carrément à une poussée du féminin. Une poussée du féminin qui non seulement fait changer le comportement des femmes, mais qui pour le coup participe pleinement au changement de notre société, c'est-à-dire toutes ces mutations qu'on observe aujourd'hui. Un féminin qui tout d'un coup n'arrête plus de faire parler de lui. Pour l'homme, la femme n'est plus le pilier du foyer familial, elle ne s'assigne plus dans un second rôle, en retrait de la vie sociale, elle pense. Elle parle, elle désire, elle bouscule les habitudes, les traditions. Bref, elle se comporte comme un homme. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi cette poussée du féminin?
Donc le premier changement, moi, que j'observe, c'est les idéaux familiaux qui sont partis en éclats. Devenue très indépendante, la femme est sortie du cocon conjugal, de ses obligations, refusant désormais d'être la pâte molle qui se laissait passivement malaxer et façonner. Simone de Beauvoir. Aussi, c'est à cause d'elle, voire grâce à elle, que les idéaux familiaux traditionnellement reconduits dans notre civilisation depuis des siècles ont été profondément modifiés. La libération sexuelle des femmes de 68 a bousculé les repères de la conjugalité. Par exemple, moitié moins de mariage, le divorce est banalisé, la tradition maintenant c'est l'union libre, le Pacs intéresse curieusement surtout les couples hétérosexuels, 90% environ. De ce basculement du système matrimonial, c'est toute une mutation du système familial et parental qui s'est opérée. L'effacement de la hiérarchie entre les sexes a transformé la conception binaire de l'identité sexuelle. L'identité de genre, conçue par Stoller, psychanalyste, ce sont les femmes qui l'ont imposée. Du coup, est apparue une sexualité multiforme, mais aussi presque naturellement de nouvelles formes de configuration familiale, comme l'homoparentalité, comme la famille composée, décomposée, recomposée, devenue une manière courante, malgré les enfants d'une première union, de s'autoriser la relance du désir, de s'autoriser sans culpabiliser une nouvelle relation amoureuse. Alors le deuxième changement que j'observe, c'est que les femmes vivent aujourd'hui leur sexualité avant de fonder une famille. On doit cette transformation des valeurs familiales en premier lieu parce que précisément, les femmes culpabilisent beaucoup moins d'aimer tout court. À présent, elles expriment leur désir, elles le désinhibent. Et justement, comme elles désirent, elles ne sont plus la femme d'un seul homme, c'est-à-dire l'époux après le père. Puisqu'elles ne répriment plus leur désir, les femmes ont très tôt perdu leur virginité, bien avant le jour de leur mariage, ce qui n'était pas le cas de l'époque de Freud. Elles ne se hâtent plus à 20 ans de reproduire le schéma familial à l'identique de celui de leurs propres parents. Avant tout engagement conjugal, elles explorent d'abord leur sexualité et pensent à leur propre jouissance avant de se préoccuper de faire des enfants. Mais du fait de leur liberté sexuelle et de l'acquisition de leur indépendance, curieusement, paradoxalement, ce qui participe aussi à ce bousculement de la famille et de la conjugalité, c'est que les filles prolongent beaucoup plus longtemps le lien à leurs parents. D'ailleurs, on observe chez les femmes une inflation du célibat. Alors pourquoi ? C'est la question du père. Ce père que l'on dit disparu, alors que c'est seulement son image qui s'est transformée, ce père, les filles, elles ne le quittent plus. Elles l'idéalisent même. Le père maintient aujourd'hui vis-à-vis de sa fille une attraction a priori bien plus indépassable qu'hier. Elles avaient le devoir de quitter leur père pour un autre homme. À présent, leur comportement amoureux est dominé par cette idéalisation oedipienne. Elles l'affichent dans leurs rencontres avec les autres hommes. Leur amour reste endogame. L'amour qu'elles éprouvent dans la rencontre avec l'autre, c'est l'amour qu'elles éprouvent pour leur père. D'ailleurs, on voit bien qu'elles montrent beaucoup plus de résistance à s'offrir comme objet d'échange. Elles sont réticentes à accepter ce passage du témoin phallique, du père au gendre, puisque justement, elles ne s'engagent plus dans la conjugalité. C'est le phallus du père qu'elles veulent conserver. Il devient donc de plus en plus problématique pour les femmes de trouver le phallus du côté des hommes. Alors je parle du phallus, pas du pénis, parce qu'aujourd'hui les femmes sont quand même moins frigides, beaucoup d'hommes leur font bien l'amour, mais c'est quand même jamais ça. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc difficile pour les hommes d'être reconnus à la hauteur du père, qui plus est, à pouvoir le dépasser. Si elles rêvent toujours au prince charmant, les femmes fantasment beaucoup moins de rencontrer l'homme de leur vie. Alors du coup, leur comportement amoureux a changé. Comme leur sexualité s'est désinhibée et qu'elles ont beaucoup moins de culpabilité de ce côté-là, elles s'offrent des aventures d'un soir, les accumulent sans complexe.
au même titre que les hommes. Alors une patiente de 35 ans m'a dit récemment, les hommes, je les rencontre un soir, je les essaye et je les quitte. Je n'ai toujours pas trouvé celui qui me convient. Donc moi, à la fois, j'entends que ça la désespère, mais en même temps, je ne suis pas si sûre qu'elle a vraiment envie d'en rencontrer un. Finalement, aujourd'hui, apparaît une sorte de donjuanisme féminin. Il ne s'agit plus pour les hommes de s'offrir des putains, comme à l'époque des maisons closes, mais d'être plutôt considérés comme des amants, très vite éconduits qui se collectionnent. Mais j'en reviens au père. Parce qu'il faut voir jusqu'où va cet amour pour le père, ce que ça bouscule du côté du symbolique. Qu'il y ait mariage ou pas, les femmes de la nouvelle génération gardent de plus en plus leur nom de jeune fille, le nom du père. Un patronyme qu'elles insistent à conserver sur leur papier d'identité. Elles le portent en nom unique ou accolé au nom de leurs époux, séparant l'exogame de l'endogame par un trait d'union. Du coup, ça bouscule la filiation, puisque depuis 2005, la loi française accepte que le nom de jeune fille des mères soit attribué à leurs enfants, ce qui n'est pas sans interroger donc ces repères symboliques. Au fond, cette conversion du nom de famille démontre que leur fidélité au père s'institue plus particulièrement sur un mode identificatoire, c'est-à-dire qu'ici œuvre aujourd'hui ce qui se taisait hier, le pénis-ned. Les hommes, par identification au père, par logique structurale, cherchent à obtenir le pouvoir phallique qui leur octroie cette place d'être les garants de la filiation. Les femmes, aujourd'hui, s'approprient elles aussi, par voie identificatoire, ce même statut phallique, en se portant elles aussi garantes de la filiation. Elles ont pris le relais, ce sont elles qui désormais assurent la pérennité du nom du père. C'est une des façons de lui rester fidèle tout en s'offrant des amants. Alors cette question du père a déclenché un autre phénomène, un bouleversement du côté de la procréation. Les femmes font des enfants si elles veulent, quand elles veulent. S'occuper des enfants n'est plus une priorité pour elles. Elles préfèrent accéder d'abord à leur jouissance et leur autonomie financière. Maintenant qu'elles pensent, elles se consacrent d'abord à leurs études et à leur carrière. Avant d'accéder à la maternité, elles s'approprient d'abord l'espace phallique, accèdent à des postes ou des métiers autrefois réservés aux hommes. C'est le phénomène de la procréation retardée, et cette procréation retardée est rentrée dans les mœurs. Mais c'est quand elles prennent subitement conscience de la limite de leur fécondité qu'elles se décident, vers 30-35 ans, d'avoir un enfant, et donc qu'elles commencent à chercher le père idéal pour lui. En même temps, les enfants, c'est aussi comme elles veulent. La procréation a changé de mode. La science remplace le sexe. Grâce aux nouvelles techniques médicales, conçues à l'origine pour elles, pour trouver une solution à leurs problèmes de stérilité, les femmes ont à présent la possibilité de choisir de faire des enfants hors sexualité, de faire des enfants toutes seules sans s'encombrer pour le coup des inconvénients du sexe, voire d'une conjugalité enfermante. Cette poussée du féminin va très loin. Non seulement elle bouscule les repères symboliques, mais en plus la science est très préoccupée à répondre à leurs demandes. Le recours à l'insémination artificielle ou à la fécondation in vitro s'est banalisé. Et du coup, le père de l'enfant, lui, est exclu, réduit à un objet de la science, gelé et classifié dans une banque, la banque du sperme. Certes, il a bien pour ces femmes un statut de donneur, mais conçu hors sexualité, l'enfant reste l'objet phallique obtenu de leur père à elle, envers qui elle reste d'autant plus fidèle. Du coup, le donneur, effacé par ce père, peut tout aussi bien rester anonyme. Alors, le quatrième changement que j'observe, c'est que les femmes se reféminisent. Les femmes ont fait voler en éclats tout le système du patriarcat et sont donc devenues très phalliques. Mais paradoxalement, elles affichent, voire elles provoquent le regard de l'autre par leur féminité. Après avoir été pendant les années 70-80 plutôt masculines, rappelez-vous, elles avaient les cheveux courts, habillées en jean, décontractées, c'était l'époque unisexe.
Aujourd'hui, elles se reféminisent. Avant 68, les femmes, dans leur apparence, adhéraient à une vision sociale conformiste. À partir de 68, elles se sont mises à effacer leur sexe, à nier leur féminité. C'était l'époque du MLF, les féministes revendiquaient le phallus. Elles n'étaient plus dans un combat pour obtenir une égalité de droits, comme autrefois les suffragettes. En 68, les femmes voulaient se défaire de leur image inconsistante véhiculée par la voix patriarcale qui leur collait à la peau. Elles se sont mises à envier les privilèges de l'homme et donc se sont identifiées à eux. Or, justement, et ça c'est intéressant, malgré tout ce qu'elles bousculent de repères et de traditions, et malgré le déni de la castration, les femmes n'en demeurent pas moins femmes. Celles de la nouvelle génération donc se reféminisent, elles ont les cheveux longs, portent rarement le pantalon, des talons très hauts, elles sont maquillées, séduisantes. Les jeunes filles se font l'objet absolu du désir. La femme se reféminise, mais bien autrement qu'avant 68. Aujourd'hui, elle l'assume. Elle l'assume même de toutes ses forces, en quête d'un idéal de féminité. Très préoccupée par son look, elle se montre sans complexe. Le corps féminin apparaît sur le devant de la scène pour parler de son désir. Puisque le phallus manque aux hommes, elle l'incarne. Non seulement elle veut avoir le phallus, mais elle l'est aussi pour l'autre. De tout son corps, elle appelle le désir, elle se fait la plus belle, et pour cela, consomme sans modération une certaine culture de l'éphémère. Alors, la chirurgie esthétique, la mode, l'accessoire, aussitôt acquis, aussitôt jeté. Justement, il se pourrait bien que les femmes aient compris que le phallus n'est pas l'organe. Avant, c'était l'autre au pénis qui forcément avait le phallus. Mais pour les nouvelles générations féminines, le phallus relève de l'éphémère. C'est une construction de l'imaginaire, un fantasme. C'est ce que les féministes ont essayé de dire. Le phallus, ce n'est qu'un concept, une enveloppe vide. Mais c'est ça qui fait fonctionner le désir. Alors elles le fabriquent. Elles se font cet objet fantasmatiquement désirable et en mettent plein la vue aux hommes, en tant qu'objet de désir et non plus comme objet rabaissé. Alors pourquoi y a-t-il eu cette poussée du féminin? Cette poussée qui bouscule le symbolique, fait avancer la science et remet en cause le phallus. Alors de mon côté, moi je propose 3 réponses. La première, cette récente poussée du féminin passe par la poussée du pénis-ned. Cette envie-là signe le féminin. Avant, les femmes avaient aussi cette envie du pénis, mais le dressage des filles les vouait à inhiber leur désir. Aujourd'hui, la chute de la morale culpabilisante permet à cette envie de se mettre en scène. Elle ne le réprime plus et du coup faut entendre leur manque. C'est ce manque qui est féminin. Ce féminin qu'on entend aujourd'hui et qui dérange, alors qu'avant on ne l'entendait pas. Ce qui est intéressant, c'est que le pénis-ned, c'est une envie qui ne concerne que les femmes. Les hommes ne rencontrent pas cette caractéristique structurale. Eux, ils sont persuadés de l'avoir, alors qu'ils n'ont pas plus le phallus que les femmes. Alors du coup, ce qui participe aussi à cette poussée du féminin, c'est sans doute la permutation du fantasme de l'enfant battu. C'est la deuxième réponse. Il a basculé d'un sexe sur l'autre. C'est cette façon que les femmes ont aujourd'hui d'appréhender leur complexe de castration. Elles ne se repositionnent plus en filles châtrées, qui partageaient autrefois le mépris de l'homme pour son sexe raccourci. Elles ne se laissent plus persécuter, ni dominer. Elles se sont libérées d'une certaine faute qui leur était forcément incombée du fait de leur anatomie. Leur désir est donc à l'égal de celui de l'homme. Et ce sont plutôt les hommes qui aujourd'hui s'angoissent d'être féminisés. Ils ne trouvent plus leur place, ont perdu leur souveraineté, ils l'ont perdu dans le champ social, dans le lien conjugal, puisque celui-ci ne dure plus. Ils l'ont perdu, comme on vient de le voir, dans le rapport amoureux, dans la sexualité même. Ils sont devenus beaucoup plus frileux. La femme, en exprimant son envie, fait plus peur à l'homme aujourd'hui qu'hier.
Alors pourquoi les femmes font plus peur aux hommes? Pourquoi ils n'arrivent pas à passer outre cette poussée du féminin? C'est à cause du père. Et là, c'est ma troisième réponse. Ils ne sont plus protégés par l'hégémonie de la pensée patriarcale. Comme la représentation de l'instance paternelle s'est dégagée de ce modèle, le principe de l'échange du père au futur époux ne fonctionne plus. Les jeunes femmes profitent de leur liberté sexuelle, mais comme on l'a vu, pour mieux rester fidèles à leur père. Et on voit bien, à cause de cela, que le père existe plus que jamais dans sa fonction symbolique. On sait que l'angoisse des hommes a toujours été l'angoisse d'être féminisé face à un autre homme comme figure du père, et non d'être féminisé face à une femme. Or, aujourd'hui, ça a changé. Ce qui les angoisse, c'est d'être féminisé face à une femme, parce qu'à travers son envie à elle, cette envie qu'elle persiste à adresser haut et fort à l'endroit de son père à elle, elle renvoie l'homme à son propre père à lui, le féminisant. Parce qu'au fond, qu'est-ce que veut la femme? Eh bien, ce que veut la femme, c'est exactement la même chose que les hommes. Le phallus du père, que ni l'un ni l'autre ne possède. Alors bien sûr, si le comportement amoureux des femmes a changé, il y a toujours pour les deux sexes ce quelque chose qui, dans la nature même de la pulsion sexuelle, ne soit pas favorable à la réalisation de la pleine satisfaction, écrit Freud. Sauf que depuis qu'elles clament leur manque, les femmes, du fait de ce manque, bousculent la société, les idéaux, la sexualité et poussent la science à innover. Voilà, je vous remercie. Voilà. Alors, je vais commenter, si tu veux bien, Hélène, 2-3 choses. Il me semble que ça rejoint aussi ce qu'a dit, je ne sais plus votre nom, tout à l'heure sur le désir, hein, justement. Voilà. Là, on ouvre sur la question du désir, justement, et on l'ouvre pas de n'importe quelle manière, puisqu'on l'ouvre sur la question du désir au féminin. Alors, donc tu nous as fait une rétrospective, en quelque sorte, de l'émancipation féminine, mais pas seulement sur un plan sociologique, mais là où ça va en termes de rapport entre hommes-femmes, sur un plan psychanalytique, sur un plan inconscient, par rapport à la castration, au phallus. Hein. Donc ça, ce sont des opérateurs de pensée qui appartiennent vraiment au champ psychanalytique. Alors, et je trouve important l'accent que tu as mis sur, en effet, tout d'un coup, la mise sur la scène sociale du désir des femmes. C'est vraiment massif, majeur. Hein. C'est ce désir-là, en effet, qui bouscule dans le décours de la chute patriarcale, d'accord, et qui vient bousculer les rapports entre les sexes. Alors, tu as dit une chose que je veux relever, parce que je pense, tu dis que elles sont beaucoup moins coupables qu'avant d'aimer. De mon point de vue, je crois qu'elles sont beaucoup moins coupables qu'avant de désirer. C'est pas tant l'amour, pour moi, qui les culpabilisait, hein, parce que les femmes sont de grandes amoureuses. Depuis très longtemps, l'amour des femmes a toujours été, je dirais, le paradigme admis. Hein, les femmes, elles aiment. Je veux dire, ça a toujours été le cas. Voilà. Par contre, le désir des femmes, c'était toujours ce qui a été refoulé, justement, par l'amour, hein, qui était mis en avant. C'est les hommes qui désirent. C'était les hommes. Hein, et les hommes sont censés ne pas aimer quand ils désirent, etc. On sait bien cette partition. Je pense au travail aussi de Fabien Fagnac là-dessus. Hein, c'est-à-dire que ce qui est nouveau, je pense, c'est la mise en avant de ce désir exprimé, vécu, et qui tout d'un coup, en effet, bouleverse. Hein, puisque le désir féminin, tout d'un coup, c'est de l'autre. C'est de l'autre, hein, qui se met à être, à exister. Je pense à l'autre au sens de Beauvoir. C'est-à-dire que la femme, c'est l'autre, hein, pour l'homme. C'est vraiment, je dirais, par rapport à la loi phallique, quelque chose qui vient, faire énigme, hein, qui fait énigme, qui fait trou, hein, comme le juif. Enfin, je pense là vraiment à cette affaire-là qui, pour moi, il ne faut pas lâcher. Parce que je pense qu'il y a une haine, et je ne vais pas mâcher mes mots, justement, de ce désir. Il y a une haine du désir féminin, toujours.
actuelle. Et je pense que là où il y a beaucoup de gains au niveau, en effet, sociaux, au niveau salarial, au niveau du travail, au niveau des libertés, de l'émancipation, du désir et de la jouissance féminine, hein, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que bon, voilà, on met son désir en avant, on jouit, etc., etc. Je pense que là, les femmes le payent à proportion, en effet, que c'est un risque qu'elles prennent, qu'on n'est pas, je dirais, dans le meilleur des mondes, hein, c'est ce que je soutiens en tout cas de mon côté, c'est-à-dire que comment dire, ça n'est pas sans risque, c'est ce que je veux dire, hein, c'est que il y a quelque chose qui vient quand même du côté masculin les rappeler à l'ordre, hein, toujours, dans une violence qui leur est faite et qui est proportionnelle aux libertés qu'elles prennent, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours un corrélat, en fait, nouveau, avec de nouvelles formes, hein, mais que ce désir féminin, c'est pas parce qu'il est vécu, mis en avant et assumé par les femmes qu'il est accepté dans le social, hein, et qu'il a une place, je dirais, tout d'un coup, intégré, enfin voilà, qu'il est intégré. Voilà. C'est pas parce qu'il est vécu et assumé par les femmes qu'il est accepté dans le social, hein, par le phallique, par les hommes, hein, voilà. Et je pense que ça pose problème, que c'est une question, enfin moi je dis que là il y a une confrontation qui se joue autrement, hein, les dés sont jetés autrement, mais que c'est pas le meilleur des mondes, je dirais. Bon, hein, c'est difficile. D'ailleurs, il y a une solitude du féminin, comme tu l'as rappelé, hein, qui est accrue. Il y a beaucoup de célibats, en effet. Et que supporter son désir, que ce soit du côté femme ou du côté homme, je ne parle pas que des femmes, hein, c'est pas une mince affaire. Et que pouvoir l'assumer, je dirais qu'on est tous renvoyés au un par un en ce moment, et c'est pas facile du tout, alors qu'avant, la loi patriarcale, enfin je dirais les édits patriarcaux, même si, je veux dire, ils étaient contraignants et pour cause, eh bien, qu'on n'ait plus ce cadrage, hein, renvoie à une solitude qui peut faire très peur aussi, et notamment dans une médiation entre les sexes, parce qu'on ne l'a plus, cette médiation. Je trouve votre exposé complètement remarquable. D'ailleurs, le bien, ça serait complètement dans ce cadre, va prolonger. Et sur la question du désir et de l'amour, en effet, je pense que c'est davantage le désir qui pose problème que le sentiment amoureux, puisque depuis le XIIe siècle, et notamment depuis l'histoire d'Héloïse Abélard, qui a quand même été réécrite par les moines au XIIIe siècle, on a inscrit dans la spiritualité occidentale, dans l'histoire des mentalités en Occident, la possibilité pour les femmes d'exister dans l'espace religieux précisément par l'amour. Hein, c'est-à-dire que c'est Bernard qui commence, c'est Bernard de Clairvaux avec les théologies de l'amour. Auparavant, on avait des femmes qui n'existaient pas, hein, dans l'espace religieux, spirituel et dans l'histoire des mentalités. Et puis tout d'un coup, avec Bernard de Clairvaux et la théologie de l'amour, on a l'éruption du culte marial et l'éruption des figures féminines dans ce champ spirituel et religieux. Et l'histoire d'Héloïse Abélard, finalement, elle condense déjà tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle est totalement ambiguë. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a été reprise par les féministes dans les années 70 comme étant une histoire qui préfigurerait l'émancipation féminine. Alors, évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a une histoire entre un jeune professeur parisien extraordinairement brillant qui est Abélard et une de ses élèves. Bon, cette histoire va faire scandale. Il va quand même le payer au prix fort. Là, quand vous dites, Isabelle dit, les femmes paient au prix fort le fait que tout d'un coup leur désir arrive sur la table. Mais je dirais que le fantasme masculin, en tout cas, et l'histoire d'Isabelle l'illustre formidablement, c'est quand même la castration pour les hommes. Hein. Allons-y. Oui. L'histoire, elle dit à la fois, elle dit tout. Elle dit la peur des hommes face au désir féminin, qui est la castration, et là en plus qui est une castration effective. Et puis elle dit aussi autre chose, c'est-à-dire que la solution qui a été trouvée par les moines au XIIIe siècle, parce que c'est eux qui ont inventé cette histoire, c'est l'apologie de l'amour conjugal et mystique. C'est-à-dire que déjà chez Bernard, on a la voix qui est donnée aux femmes, la voix spirituelle et la voix symbolique qui est donnée aux femmes, qui est un boulevard, qui est une autoroute où on s'est toutes engouffrées, et je pense que c'est pas terminé. Et ça rejoint ce que vous dites sur la question du père et du symbolique, donc j'y reviendrai tout à l'heure.
c'est cette voie précisément du symbolique et de l'amour mystique et de l'amour religieux. On peut l'interpréter en termes de fidélité au père, et puis on peut l'interpréter d'une manière, dans l'histoire des mentalités, comme, comment dire, la vocation des femmes à être des mères vierges, hein, vouées, des vierges vouées au Christ, hein, comme étaient les moniales au XIIe siècle. Voilà. D'accord. On ne peut pas ne pas évoquer ici la question de l'autre jouissance féminine, c'est-à-dire de celle qui est au-delà du phallus, justement. Hein. Le patout, le fameux patout lacanien, hein, qui concerne quand même beaucoup le sort féminin, enfin l'exception féminine, justement, celle qui n'est pas toute dans le phallus, hein, dont tu n'as pas parlé pour le moment là. Hein, tu as parlé du phallus et de ce qui orientait justement les deux sexes par rapport à un même désir. Ce que les hommes voudraient, ce serait le phallus, et ce que les femmes voudraient, ce serait le phallus. Bon. Mais il y a l'au-delà de cette histoire du phallus, justement, hein, dans cette histoire de patout. Voilà. Et je trouve que c'est important de mettre l'accent là-dessus, parce que ce patout du côté du féminin, hein, est quand même une issue, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui se joue côté femme, qui ne consiste pas uniquement à se faire l'objet phallique pour l'homme, c'est-à-dire à incarner le phallus tout en voulant l'avoir, parce que c'est ce que Hélène nous a bien dit, c'est-à-dire qu'elles veulent tout. Hein. Elles veulent à la fois l'être et l'avoir, ce truc-là. Donc, bon. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire l'autre versant, le patou. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance autre, une jouissance qui échappe, qui est en excès, qui n'est pas du côté du phallus, justement, hein, mais qui est justement, actuellement, on en parle... Enfin, c'est pas tellement présent, cette histoire-là. On est sur le phallus, justement, on est sur une économie... Bah, le phallus, c'est quoi? C'est organisé par les hommes. Hein. C'est une histoire d'homme, justement, cette histoire de phallus. Hein. Symboliquement, bien sûr. Symboliquement. Non, de l'homme au sens universel, pas au sens viril. C'est organisé par le père. Par le père, voilà. Par la loi, voilà. C'est par là le père. Moi, je crois que c'est là qu'il y a l'erreur. Tu as raison. C'est organisé par le père. Mais le père dans sa fonction. Dans sa fonction. Dans sa fonction. Voilà, pas le père, le patriarcat. C'est pas les hommes. Le père dans sa fonction. C'est pas une histoire d'homme. Absolument. C'est pas une histoire d'homme, mais c'est une histoire sociale. Mais c'est social, évidemment. C'est l'organisateur. C'est une histoire de civilisation. Ce que tu parles du patout, c'est la crise. L'organisation, elle est du côté, elle est quand même du côté du symbolique et du phallique. C'est-à-dire que absolument. oui. On est complètement. Dans la crise. Si on est là-dedans, on est dans la crise. Oui. Hein, on est dans le sujet qui se exactement. développe, dans ce qu'on parlait tout à l'heure. Exactement, dans l'excès. Dans ce qui excède, dans le trouble, dans ce qui trouble, et ben dans ce qui fait pas rapport justement, hein, qui fait pas rapport et que la fonction paternelle, justement, qui bat aussi en brèche, hein, la fonction paternelle et qui excède le père justement, c'est-à-dire qui est au-delà du père, parce que le père est bien en mal d'organiser, hein, bon, et que la femme a toujours, j'allais dire que les femmes ont toujours troublé. Parce que l'hystérique qui vient sous le nez du médecin pour dire voilà, alors tu vas me dire ce dont je souffre, mets donc un nom là-dessus, elle met au défi le médecin, bien sûr, de trouver le nom qui correspond à son symptôme. Elle est en excès par rapport au médical. Hein. C'est bien ce qu'elle vient lui mettre sous le nez, et c'est la découverte freudienne. C'est ça qui est intéressant. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui que ce sont les hommes. Autant à l'époque de Freud, les femmes. Poser ce problème de la crise par rapport à l'ordre social, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est inversé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est très intéressant ce que tu dis sur les procréations assistées, etc., la volonté de maîtrise, elle est de cette manière du côté des femmes, et que c'est les hommes qui n'arrêtent pas de dire j'en peux plus là, il se passe quelque chose qui me déborde. C'est comme si c'était les hommes finalement qui manifestaient cette crise, ou cette mise en crise du système de l'ordre, voilà. Et qui était dans un taux. C'est eux qui protestent. C'est eux qui protestent. Sexuellement, de toutes les manières possibles. Fabien, parce que c'est le terme des poussées du féminin qui nous introduit est très intéressant, mais je crois qu'effectivement, il faut le prendre au sens lacanien. Les féminins comme une ouverture à un illimité. Voilà. Les hommes sont pris, sont castrés, comme vous dites, par cette poussée du féminin, la naissance, où justement, ils s'efféminisent, mais ils s'efféminisent parce qu'eux-mêmes, ils sont concernés par le fait que là où ils pouvaient s'arranger du côté de la limite, de la castration de la phallus, eux-mêmes, par un effet effectivement social, par un effet de civilisation, ils sont aussi confrontés à une ouverture
qui fait qu'effectivement, ils ne se reconnaissent plus en tant qu'hommes. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas seulement du côté de la science, du côté, c'est vrai, la procréation médicalement assistée, tout ça, à œuvrer, mais il faut quand même œuvrer pas pour diminuer la place de l'homme dans la civilisation, mais il faut encore des mâles qui donnent leur sperme pour que la procréation se continue d'une certaine manière. On peut les stocker Ça reste des mâles. Je veux bien, mais quand même, il faut qu'à un moment donné, les hommes continuent à exister d'une certaine manière. Le problème, c'est que... Ah mais je dis pas qu'il faut pas qu'ils existent, hein. Oh là là. Attention. Ah non, non. Je pense que ce n'est pas qu'un fantasme, c'est le fantasme, effectivement, c'est-à-dire qu'à une certaine manière, effectivement, il y a pas quelque chose de la castration des hommes, mais pas forcément introduite justement par la question du père. Et c'est là où on voit la différence, je crois, et c'est très intéressant dans votre texte, entre justement l'amour et la jouissance. L'amour au féminin. Mais l'amour au féminin, finalement, produit ces paradoxes qui ramènent les choses du côté du père. Ça, c'est possible. Alors que, justement, quand elles aiment leur père. Et donc, là, il y a un problème. Il y a une confusion entre les... Elles jouissent des hommes et elles aiment leur père. Tout à fait. Alors que, justement, si on aborde les choses du côté des... Est-ce que Lacan introduit en termes de jouissance, justement, le féminin apparaît au-delà du père, au-delà de cette limite. C'est là où, bon, pas seulement, mais je pense qu'on peut discuter. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est quand même les pères, parce que dans votre exposé, enfin, vous me corrigez, je me trompe, c'était la figure du père qui revenait à chaque fois au premier plan. Alors que je crois que, justement, si on prend la poussée du féminin, tel que Lacan entend le féminin, déjà pas toutes, finalement, de cette jouissance pas toute, au-delà du phallus, eh bien ce n'est plus les pères qui tiennent les rôles. Justement, l'hystérie qu'elle situe les pères là comme une sorte de semblant, pour pacifier un peu les choses pour elle-même, et pour se barrer elle-même une ouverture vers le féminin, pour une femme, pour s'annuler une par une. Mais ce que tu dis, Fabien, c'est que à faire du père, à présenter du père à leur partenaire, hein, comme si je reprends ce que dit Hélène, elles refont du phallus pour se préserver elles-mêmes de leur jouissance. C'est-à-dire que c'est en refaisant du père, en lâchant pas papa, c'est-à-dire en lâchant pas la fonction paternelle, hein, et du coup en la présentant à leur partenaire comme étant ceux avec quoi ils devraient rivaliser ou en tout cas se ranger à sa loi, hein, elles se rebarrent elles-mêmes la question du féminin, de leur féminité. Hein. C'est pas sûr, parce que c'est aussi l'accès à une autre jouissance. Non, mais elle reste dans le père. Oui, non, mais elle reste dans le père, Pascal. C'est plus compliqué. Non. Elle reste dans le père, c'est-à-dire qu'elle n'assume pas. Justement, c'est très difficile, justement. C'est-à-dire d'assumer un désir qui soit du côté du patou, hein, justement, hein, qui soit non rempardé, je dis bien non rempardé, non barricadé par le phallique, hein, c'est ça qui fait peur. Et je crois que ce que dit Hélène, quand elle nous rappelle que ça repasse par du père et qu'elle nous représentifie du père, c'est que je crois que ça vient comme un garde-fou pour elle, quelque chose qui les rempart, qui les préserve, et qui vient justement se préserver du rapport aussi à l'autre masculin, enfin je veux dire à l'autre masculin. Je pense que j'ai envie d'ajouter que dans cette licence sexuelle, il y a quand même quelque chose qui ne se joue pas du même côté homme et côté femme. C'est-à-dire que la jouissance côté homme n'est pas la même que celle côté femme. Hein. La jouissance d'organes n'est pas la même que la jouissance en excès côté femme, et que cette licence dont une femme jouit sexuellement lui pose problème, tout autant que son désir. C'est-à-dire qu'une femme qui jouit, hein, qui jouit sexuellement, ça ne retentit pas du tout de la même manière psychiquement que la jouissance au masculin. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et je crois que c'est cette jouissance-là aussi qui peut déborder une femme, hein, y compris dans la multiplication de ses partenaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui vient en excès pour elle et dont elle ne sait pas quoi faire, bien souvent. C'est-à-dire que on a quand même, comment dire, sur le divan, oui, on entend des patients qui lui disent ta-da-da-da-da, mais quid? Est-ce qu'il va me rappeler? Quand même, hein, y a aussi ça. Comment dire, je multiplie les rencontres, mais où ça me mène? Il y a quelque chose quand même d'un trouble aussi qui est de ce côté-là, parce que je pense qu'il y a un rapport au corps quand même, et à la jouissance qui n'est pas du tout du même côté, enfin du même ordre que pour l'homme, hein, et que je crois qu'en effet, se remparter du père est une nécessité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles viennent remettre du père justement là où elles sont elles-mêmes en excès, hein, confrontées à une jouissance qui les déborde, hein, qui les déborde complètement. Hein,
À moins, en effet, de ne pas jouir. Enfin, de ne pas jouir, parce qu'on entend ça aussi. On entend aussi des femmes, le donjuanisme dont parlait Hélène, hein, pas sûr qu'elles jouissent. C'est-à-dire qu'elles multiplient les rencontres, mais bien souvent, ce qui peut s'entendre aussi sur le divan, c'est frigide. C'est-à-dire, non, je ne jouis pas. Hein, je n'en jouis pas. Je suis dans la conquête, d'accord, je multiplie les partenaires, mais je ne m'abandonne pas. S'abandonner, c'est autre chose. Il y a peut-être deux jouissances. Eh oui. Il y a Oui, oui, absolument. Oui, Ouais, il y a deux jouissances. Il y a deux types de jouissances Tout à qui fait. sont en... Absolument. qui sont en- Ah, il y a une jouissance phallique du côté du phallique, c'est-à-dire du se quantité. combattent l'une l'autre. Mais absolument, moi je dirais que la jouissance du côté de la quantité, c'est le donjuanisme, c'est les 1000 lettrés, comme on dit, les 1000 lettrés, ça se compte. Hein, ça se compte. C'est pas Et sûr. 1, et 2, et 3, et 4. Mm. Et puis il y a la jouissance en excès. À partir du moment-là où on commence à s'abandonner au 1, 2, 3, 4, rien ne va plus. Hein, c'est-à-dire que s'il y a jouissance, justement, c'est pas la même. Et là où ce qui est intéressant, c'est qu'elle rejoint est un fantasme féminin. Mais, et oui, C'est-à-dire En plus. qu'elle Et oui. s'identifie à cet homme Et oui, non tout à fait. affecté par l'agression, Absolument. qui pourrait avec toutes. et qui pourrait avec toutes, voilà. Hein. Mais le père, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais le père qui est beaucoup présent, enfin je ne sais pas si tu vas en être d'accord, Hélène, mais ce que je constate, c'est que c'est le père dans sa fonction symbolique, mais aussi beaucoup le père primitif hein, en ce moment. Beaucoup, le violeur, hein, c'est pas du côté du père symbolique, hein. Et on a beaucoup cette figure-là, la figure du violeur, hein, qui est très, très présente aux États-Unis depuis 25 ans, en gros, hein, et qui nous arrive quand même en France. Hein, c'est-à-dire celui qui m'invite à prendre un café, qui me drague, hein, est quand même quelqu'un qui veut ma peau. Enfin, hein, aussi. Je veux dire, ça, on l'a aux États-Unis, mais on l'a aussi Ça, on maintenant, l'a ça toujours nous aussi. arrive ici. Hein. On l'a toujours eu. On l'a toujours. Oui, mais il est en recrudescence. Il est en recrudescence. Il est très très présent. Il faut Très dire qu'il présent. existe. Hein. Enfin, ça, je voudrais tu vois, il existe. Vous savez, il y a quand même une femme qui s'est Les jouée mecs, tous il est- les... Oui, ben voilà, mais voilà. Donc, Bon, on va vous laisser alors. voilà. Non, mais Oui, sérieusement. bien sûr, non, bien sûr. Voilà. Ce qui est très joli. Disons qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Mais- Fabien, oui. Jean-oui, On Fabien, va oui. un peu dans le sens de ce que vous disiez. Oui. Hélène, je crois qu'il y a un terme de Lacan très joli dans son texte qui s'appelle Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine. À la fin, où il parle des incidences sociales de la sexualité féminine. Et il compare le fait que l'homosexualité masculine n'a pas eu, enfin, du point de vue social, du point de vue de la civilisation, des effets sur la civilisation, comme ça a été le cas pour la sexualité Exactement. féminine. Et Oui, ici, bien sûr. les mouvements C'est déprécieux sûr. dans la littérature. Oui. Bon. Et le fait que les mariages continuent à exister dans nos sociétés, dans notre civilisation, il suffit de voir effectivement la revendication des homosexuels à se marier comme les hétérosexuels grâce aux femmes, grâce à la sexualité féminine. Là où on peut voir effectivement, où les commentateurs sociaux, ou je ne sais pas, les journalistes, peuvent dire qu'il y a eu des effets dans la mode, dans la littérature, n'est-ce pas, de l'homosexualité masculine, en fait, mon point de vue, je ne sais pas, on peut en parler, c'est que dans ce que vous citiez, du côté de la poussée du féminin, c'est effectivement la recherche d'une jouissance illimitée, d'une jouissance non limitée, même quand elle est énoncée par le homosexuel masculin, c'est-à-dire quelque chose qui vise, qui cherche un au-delà du foyer. Un au-delà. On voit très bien, par exemple, dans les films d'Almodovar. Le film d'Almodovar, c'est vraiment, Almodovar lui-même un homosexuel, mais qui, justement, fait un peu l'éloge de la féminité, mais de la féminité dans ce qu'elle a des plus cruelles, des plus illimitées. Vous voyez. Oui. Bon, bien. Il y a des choses Oui. chez Colette aussi là-dessus. Oui. Bien sûr. Chocolate. Colette. Amélia. Moi j'ai une Oui. question, je ne suis pas psychanalyste, hein, je suis cinéaste, donc j'ai bien suivi votre intervention que j'ai beaucoup appréciée. Et à un moment j'ai décroché, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous avez dit, il me semble, que la femme renvoie l'homme à son père en le féminisant. Ah oui. Ça pour moi c'est très étrange. À son propre père. Bon, c'est Freud hein, qui en parle très bien dans Analyse finie, Analyse infinie. Et il dit
que les hommes, c'est-à-dire que le garçon, la castration du petit garçon, hein, ça passe par une féminisation par le père. Le père, il se retrouve à cette place, à la place de comme identifié à la mère, d'être féminisé face au père. Voilà, ça c'est structural, c'est ce qui se passe. Et donc plus tard, les hommes, leur problème, ce qui bute sur la castration pour les hommes, c'est d'être féminisé face à un autre homme. Cet autre homme qui renvoie à la figure du père, de leur enfance. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles sont tellement, dans ce désir à la recherche du phallus au même titre que les hommes, elles sont tellement poussées en avant du fait de leur désir, et parce que justement elles sont leur désir à avoir avec leur désir oedipien, le désir du père, je veux dire leur propre père, elles sont amoureuses de leur propre père, elles sont assistantes dans ce désir-là du côté du père. Du coup, les hommes qu'elles rencontrent se sentent eux-mêmes féminisés, retrouvent cette féminisation de leur père à elles, qui les traverse elles, ils se retrouvent féminisés par leur propre père. Enfin, je sais pas si... À travers elles. À travers elles. Le désir qu'elles portent du côté du père est tellement puissant que eux, ça les traverse. Et ça les menace. Ça les menace d'être féminisés comme à l'époque. Dernière intervention et après on fait. Je suis intéressé, j'allais dire, à la projection sur, on va dire, deux générations après. C'est-à-dire, à partir de ton schéma de constat actuel, d'accord, parce que là... Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Oui, parce que là, on revient en arrière, bah oui, le père était comme ci, puis le père aujourd'hui est comme ça. Mais puisque tu décris une situation potentielle, en partie réelle, qui concerne, bon, peu importe, quantitativement telle ou telle part de la population, tu décris un schéma sociétal qui est en train de s'inscrire. Est-ce qu'on peut déjà projeter? Parce que qu'est-ce que vont être les fils et les filles, les amants de demain qui auront été les enfants de ces pères féminisés et de ces femmes phallicisées? C'est juste ça, si tu avais une idée de ça. Voilà. Vas-y. Moi, vous avez le bord de décrire. Pour l'instant, ce qu'on peut voir au niveau des jeunes générations actuelles, entre 20 et 30 ans, c'est qu'il y a un retour, comme l'a dit Hélène, à une féminisation fétiche, quasiment, se faire le phallus, girl is equal phallus, au sens de Fénichel. Et il y a aussi, parallèlement, ça dure très peu de temps, c'est comme en Italie. C'est-à-dire que, vous connaissez la passeggiata. Bon, en Italie, les femmes adorent la passeggiata. On a les chaussures, les vêtements, etc. C'est très, très vivant, c'est très agréable d'ailleurs. Ça dure 5 ans, 3-4 ans, maximum. Et après, elles rencontrent un homme avec qui elles font des enfants très vite. En France, la place de l'enfant actuel nous indique quand même quelque chose. C'est-à-dire que le but actuel, c'est retourner à une maternité, vite. C'est-à-dire que la question du féminin actuellement, tel que ça bouge, tel que ça se redessine, on a de nouveau un voilage du féminin par le maternel. Moi, c'est ce que je constate aussi, alors avec un tas de messages qui vont dans ce sens-là. Un retour à l'allaitement naturel, le lait maternisé dans les maternités, c'est pas bon pour l'enfant, etc., etc. La nature, au nom de la nature, évidemment, avec un courant éco-bio, etc. Ça, c'est vrai. Mais oui, mais bien sûr, on est là-dedans. Et je veux dire, il y a des patientes, mais qui sont malades de ce message social, qui arrivent complètement déstructurées, mais en grande souffrance psychique, parce qu'elles ne peuvent pas en avoir un. Comme ça, tout de suite. Et qui, mais c'est c'est une grande souffrance, parce qu'elles reçoivent l'injonction de l'extérieur, c'est-à-dire c'est plus jouissez à tout craint, parce que c'est plus ça le message des magazines, c'est encore un peu ça, mais surtout on les voit toutes maintenant, toutes elles sont enceintes. Toutes les photos que vous voyez dans les Vogue magazines, tous les top modèles sont photographiés en cloque, excusez-moi du terme, mais c'est ça, avec leurs enfants à côté. Le phallus est là, à portée de main. Mais oui, c'est ce que je veux dire, c'est le phallus, ça, tout simplement. C'est vraiment ça. Bon, donc on est quand même dans un... je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a un redessin là de cette question du féminin et du maternel, où il y a un recouvrement. Comme d'habitude, je dirais qu'il y a un retour, mais pas au même, on en revient pas au même, parce que
là, Il faut on est... mesurer les déplacements. Voilà, C'est le ça, déplacement, je dirais qu'il est plus dans être une bonne mère, mais il est dans ayez le phallus, via l'enfant. Voilà. C'est pas la même chose, hein, c'est vraiment un accessoire. Ah, c'est Hein. D'ailleurs, on l'entend bien, puisque dans l'accessoire est tout à fait, je veux dire, fait partie des magazines. C'est-à-dire que hein, on a le sac Vuitton et on a mais on a le phallus. c'est au même niveau. C'est au même niveau. Mais oui. Mais la question, Oui. c'est qu'est-ce que ça donne chez les petits garçons? Moi, j'ai un petit garçon, d'ailleurs. Ça fait- Qu'est-ce que ça fait sur les gars? Ça donne. Non, mais, Pascal, tu verras bien. non, mais ça donne des relations, ça donne un Oedipe exacerbé. Exacerbé. Ça donne un Oedipe exacerbé. Oui, Et oui. l'Oedipe exacerbé va faire que le petit garçon lui-même sera un père pour sa fille, etc. Voilà. etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment éclos. Le modèle patriarcal a toujours le grand livre. Oui, c'est ça. Ça dépend. Oui, avec Ça le père dépend. Pascal. Ça avec le- dépend. ça dépend. Avec la reconsidération du phallus, c'est pas Ça sûr. dépend, Moi, je suis pas sûre. Ça dépend. Ça, je suis pas sûre. Oui. Non, mais on a le père kangourou et la mère qui met sur le même plan son sac à main et son enfant. Je veux dire, bon, j'exagère, mais on est dans dans un effet d'accessoirisation. C'est vraiment là-dedans. Non, mais ça, Voilà. complètement, on est dans l'éphémère. Donc, Oui, c'est vraiment. Et oui, c'est ça. Bon, pas mal. L'éphémère ou l'éphémère? On est dans l'effet mère. Absolument. Ah oui. Très bien. Ok, on fait une pause et puis on enchaîne avec l'exposé de Pascal.